Bonjour à tous, Ma of the Mammy and me of the Mammy. Today we're going to talk to you about immigration and the procedure to live here in Ecuador. Tout d'abord, parlons des types de visas. Il en existe 5 principaux. Le retraité, Jubilado, l'investisseur, inversionista, le professionnel, profesional, le rentista le rentista, et le dépendant. amparo. Avant de présenter votre demande au ministère de l'Immigration, il y a 8 points que vous devez remplir et préparer, soit par vous-même, soit avec un facilitateur ou un avocat. Nous aborderons les 8 points en détail et ensuite nous vous parlerons de notre expérience personnelle. Le formulaire est à remplir en espagnol et si vous faites votre demande par vous-même, vous devrez le faire notarier par un notaire agréé ici en Équateur. Vous pouvez télécharger celui-ci sur le site du ministère des Relations extérieures, dont vous pourrez trouver le lien dans les descriptions sous la vidéo. La raison est toute simple. Votre visa digital, qui est valable 2 ans, est lié à votre numéro de passeport. Si vous voulez éviter des frais de transfert de 100 $, ayez un passeport valable plus de 2 ans. Okay, one thing to keep in mind. The visa is temporary, meaning that it's good for 24 months, 2 years. That's it. After that, you'll have a choice. Or you renew for another 2 years, or you go for the permanent residency. After that, citizenship, and so on and so on. Les documents que vous allez voir sont nos documents personnels, donc ils concernent les Canadiens, mais les démarches sont les mêmes pour tout le monde. Vous verrez un petit logo avec la feuille d'érable pour bien montrer que ce sont des documents canadiens. Pour obtenir votre extrait d'acte de casier judiciaire, vous devez vous rendre dans un bureau de la Gendarmerie royale du Canada, pour nous, dans un bureau de police fédéral, sûrement en Belgique, et je pense qu'en France, ça doit être à la gendarmerie. One thing to remember, every document that you're going to submit to the ministry can be more than 180 days old. Oui, et il faut bien penser que ce sont des jours, pas des mois. 180 jours ne correspondent pas à 6 mois. Yeah, you're going to have some months that are 31 days, some 30, so do the math. Very important. La vérification de vos antécédents judiciaires doivent se faire au niveau national. C'est pour ça qu'ils doivent prendre vos empreintes. So keep in mind, the criminal check needs to be nationwide. That's why they're going to take your fingerprints. A little side note for the Canadians. When we did the procedure, we had to go through the commissioner office in Surrey, British Columbia. Because of COVID, all the RCMP offices were closed. So we had no choice, we had to use the commissioner. En temps normal, hors période Covid, vous devriez recevoir vos documents dans les 10-12 jours ouvrables. Pour les Canadiens, je suppose que c'est la même chose dans les autres pays. Ouais. Alors, le point différent pour les Canadiens. Le Canada ne fait pas partie de la Convention des apostilles. Comme la France le fait, la Belgique le fait, la plupart des pays au monde le font, mais pas le Canada. Donc, à ce moment-là, vous devrez envoyer vos papiers chez Global Affairs, c'est l'équivalent des ministères des Relations extérieures pour d'autres pays, et faire authentifier votre document. Là aussi, en temps normal, vous récupérez assez rapidement vos documents. For the people of Quebec or Ontario, you can always walk to the Global Affairs office in Ottawa and have the paperwork done in less than an hour. That's when there's no COVID, obviously. Pour les autres pays qui font partie de la Convention d'apostille,
Je suppose que vous vous rendez aussi au ministère des Affaires extérieures, ou peut-être que vos bureaux locaux peuvent l'envoyer directement. Je sais que certains documents belges, les communes peuvent les envoyer directement au ministère pour les faire apostiller et vous renvoyer tous les documents. For our Canadian friends, you're gonna have to make sure when you receive your criminal check that you have the red stamp from the Global Affair. If you don't have it, that's going to be a big problem. So make sure that the red stamp is on the paperwork. Pour les personnes dont les pays font partie de la Convention d'apostille, vos démarches au niveau du casier judiciaire s'arrêtent là. Par contre, pour nous, Canadiens et nos amis canadiens, vous devrez faire cette fois-ci légaliser le document, soit par le consul de votre région ou par l'ambassade d'Équateur au Canada. The authentication by Global Affair is free. All you have to do is put a stamp on an envelope and send it. That's it. For the legalization, that's another story. You're going to have to pay in US dollars. It's $20 per document. So, and it's US dollar only. Cash. Cash. As for the criminal check itself, it costs about $50 if you go through the RCMP office. You pay $25 for the local search, and then you pay another $25 for the national search in Ottawa. So it's about $50. We just told you how to get your fingerprint and criminal check in Canada. But now we're going to tell you how to do it from here in Ecuador. So what you're going to have to do is to go to the police station here. You're going to have to actually have your fingerprint taken the old-fashioned way, so ink and paper. When it's done, you have to send it to the commissioner in Canada using DHL, FedEx, UPS, doesn't matter. You send it to Canada, and over there what they're gonna do, they're gonna actually digitalize the fingerprints and send it to the RCMP. Now when the RCMP does the check, they're going to make a report and send that report back to the commissioner. When it's done, the commissioner will put it in an envelope and send it back to you here in Ecuador. Now, for the entire process, it takes between 6 and 8 weeks. So from the start here at the police station in Ecuador until you have the paperwork back from Canada, as I said, between 6 and 8 weeks. So you need to be patient, and you might have to extend your tourist visa for 90 days. That's the problem. Ouais. Ce qui veut dire que quand vous avez reçu vos documents ici, vous devez de nouveau les renvoyer vers le Canada, demander à les faire authentifier chez Global Affair, et puis ensuite les faire légaliser par le consul. Vous avez aussi la possibilité de demander au commissionnaire qui les envoie directement chez Global Affair et ensuite au consulat. Mais pour cela, vous devez remplir 2 formulaires différents. Ouais, 2 formulaires différents avec tout le détail, toute l'explication ensemble de ce que vous désirez, donc les points d'origine, les points d'arrivée. Bon, ça prend du temps de toute façon. L'un ou l'autre, ça prend du temps. Si vous avez une personne de confiance au Canada, demandez au commissionnaire ou à la GRC d'envoyer les papiers chez elle et elle s'occupera de les faire authentifier et légaliser et seulement de vous les renvoyer après ici. Ça vous permettra de gagner du temps et surtout de l'argent. Les points 4 et 5 de notre liste de documents requis, vous pouvez soit les faire avant votre départ ou ici sur place, c'est très facile. Ce sont 2 photos couleur, format passeport, et une photocopie couleur de la première page de votre passeport. Vous aurez aussi besoin d'une copie couleur du cachet d'entrée en tant que touriste. After landing
here in Ecuador. Doesn't matter if it's Quito or Guayaquil, you're gonna have to make a quick stop at the immigration service. Over there, you're gonna ask for the certification del movimiento migratorio. It's a piece of paper that you're gonna need for the visa, but also for the future driver license. The price for that little piece of paper is $5.60. That's it. Et la dernière chose, qui n'est pas nécessaire pour le visa, mais vous en aurez besoin pour votre cédula, qui est votre carte d'identité équadorienne, c'est une assurance médicale, soit publique, soit privée. Also, you can ask for a travel insurance when you leave the country, your country of origin. You can ask for a travel insurance. But keep in mind that it's not going to be good for the cedula. When you go for the cedula at the end of the process, you're going to have a local health insurance that can cost between anywhere between $40 and $180. N'oublie pas de signaler aux gens que chaque type de visa a son demandeur principal et son dépendant. Oui, quand les personnes sont en couple. Ouais. Ou qu'il y a un enfant à charge. Et que pour toute personne dépendante, elle devra fournir exactement les mêmes documents que le demandeur principal, c'est-à-dire le casier judiciaire, dans le cas d'un mariage, un certificat de mariage et un acte de naissance, oui, qui devra être également, pour les Canadiens, authentifié et légalisé, et pour tous les autres pays, apostillé. Oui. All right, so now we're going to tell you exactly about our experience. Oui. We had 3 different visas to choose from. The retiree, the rentista, and the investors. Le visa de retraité ne nous concernait pas vraiment. Non, tout simplement parce qu'il faut prouver un income, donc un revenu qui vient d'un fonds de pension privé ou alors d'un fonds de pension du gouvernement. Dans notre cas, on était un peu trop jeune, donc impossible d'appliquer pour celui-là. Après ça, il y avait le rentista. Lui, il est assez neuf. Oui, et ça, c'est le problème. C'est pour cela qu'on nous a conseillé de ne pas le faire. C'est parce qu'il est trop récent et les gens qui travaillent dans l'administration ne sont pas encore bien au courant des finesses du visa. Et également, il change constamment. Donc, tous les 2 ou 3 mois, il y a des modifications qui sont apportées au visa. Et on nous a simplement dit, notre conseiller nous a simplement dit de rester loin de celui-là et d'attendre quelques années pour les personnes qui soient un peu plus perfectionnées. Et bon, comme ça, les gens auront eu le temps de travailler avec et ça ira mieux. Oui. Du coup, on a choisi l'investisseur. L'investisseur, dans notre cas, était celui qui s'adaptait le mieux. 2 choses sont requises pour le visa d'investisseur. En plus des documents dont on vous a parlé, vous devez amener dans le pays 40 000 $, plus 500 pour le dépendant. Pour cela, il y a 2 moyens. Ou vous investissez 40 000 $ dans un projet immobilier, en achetant un terrain, une maison, un appartement, peu importe, du moment que la valeur est de 40 500 $. 40 000 pour le demandeur principal et 500 pour le dépendant. L'autre possibilité est d'acheter un bond. Comment en français? Un certificat. Un certificat de dépôt dans une banque d'une valeur de 40 500 $. Vous placez ça dans votre banque, dans laquelle vous avez ouvert un compte. On vous expliquera après comment procéder pour ouvrir un compte ici. Vous placez cet argent dans votre compte en banque. Et la banque introduit pour vous une demande à la Banque centrale d'Équateur pour un certificat de dépôt. Ce certificat de dépôt doit être valide et a une durée de 2 ans. Donc, de 2 ans. Le bon côté des choses, c'est que les intérêts ici,
en Équateur sont assez élevés par rapport aux banques que nous connaissons. Les taux d'intérêt ici, en moyenne, par exemple, nous, à la banque de Pichincha, la banque de Pichincha, le taux d'intérêt est de 4,65%. Pour certaines autres banques, ça peut monter jusqu'à du 8,5%. Oui. Certaines banques, comme la JEP, par exemple, la JEP offre jusqu'à 8% d'intérêt. Maintenant, pourquoi on a choisi la banque de Pichincha, on en discutera plus tard dans une vidéo qui a trait au système bancaire ici en Équateur. L'autre prérequis pour le visa d'investisseur est un revenu mensuel d'au moins $800, $400 par personne, c'est-à-dire le demandeur principal et le dépendant, pour un total de $800. Vous devez le prouver par des extraits de banque, parce qu'on vous le demandera quand vous allez pour votre visa. Cela du moment que vous avez tous les relevés de banque pour au moins 6 mois, qui montrent une rentrée d'argent de $800 sur une base régulière tous les mois dans votre compte en banque. Peu importe la provenance du montant, du revenu, ça n'a aucune importance du moment qu'on montre au moins $800 de revenus qui rentrent dans le compte tous les mois. Les 6 derniers mois. Oui. Ouais. Something very important to keep in mind. If you remove the $40,000 or just part of it, même $100. Yeah, even $100 doesn't matter. If you touch that money, it's yours. You can, but you will be kicked out of the country right away. Bye bye Ecuador. Yeah, they're not gonna. Ils sont intransigeants à ce niveau-là. Yeah. Ouais. Now let's talk about the bank accounts. It can be simple, but can be really complicated, right? Oui, comme pour tout ici dans les démarches. The red tape in this country is it's terrible. I mean, it's really terrible. Oui. Now the problem here is, in order to open a bank account, you need a cedula. A cedula is an ID card. But you can't get your cedula if you don't have a visa. And in order to get a visa, you need a bank account. So you can make your deposit, for the investor. So it's like a never-ending circle. Okay? Le serpent qui se mord la queue. Oh, that's quite something. Anyway, so the best way to go, you have 2 banks that are willing to open bank account with a passport. And those banks are the JEP, GEP, and the Banco de Pichincha. Mais, pour la banque de Pichincha, pour compliquer un petit peu les affaires, vous avez besoin d'une personne qui se porte garante pour vous, ici, une personne équatorienne. Donc, le problème, c'est qu'en même temps, vous devez connaître quelqu'un ici qui va se porter garant pour que vous puissiez ouvrir ce compte en banque avec votre passeport. Donc, dans notre cas, nous avons dû faire affaire avec une avocate qu'on a payée pour qu'elle envoie un de ses assistants avec nous à la banque pour que cette personne se porte garante. Elle ait son numéro de téléphone et toutes ces informations pour que nous puissions, nous, avec notre passeport, ouvrir le compte en banque. Ah oui, et ce qu'on a oublié de dire aussi, pour ouvrir le compte en banque, il faut une preuve des utilities. Oui, donc il vous faut une facture, que ce soit téléphone, électricité, eau. Quand vous louez, ça peut poser problème. Encore une fois, cette personne s'est portée garante pour nous et nous avons pu avoir une facture d'électricité et d'eau de notre propriétaire. Ouais. Here below, you can see a copy of the certificate of deposit. La Banque centrale d'Équateur. That gives you a rough idea on how the deposit works. Oui, vous verrez qu'il y a la date d'échéance, le nombre de jours pour lequel le montant est bloqué.
Là, une fois que votre compte en banque est ouvert et que vous avez déposé vos 40 500 $, il va se passer à peu près 2 semaines, le temps que la banque contacte la Banque centrale d'Équateur, qui fasse le bon, comme quoi ils ont bien reçu les 40 500 $, et que le montant est bloqué pour les 2 prochaines années. Quand vous avez reçu la preuve, à ce moment-là, vous pouvez clôturer votre dossier, c'est-à-dire les empreintes digitales, le casier judiciaire, les certificats de mariage, actes de naissance, le tout notarié, authentifié, légalisé ou apostillé. Vous en faites un dossier et vous avez 2 choix. Soit vous vous en occupez vous-même, bonne chance avec le red tape, ou alors vous engagez quelqu'un pour vous aider dans les méandres administratifs équatoriens. Je crois que c'est la façon la plus simple de procéder, franchement. La bureaucratie ici est terrible. Terrible. J'ai voyagé partout dans le monde, j'ai jamais vu quelque chose comme ici. C'est hallucinant. Oui. En plus, si vous ne parlez pas, si vous n'avez pas un espagnol assez développé, on va dire, ça peut tourner en nightmare. Donc, l'idéal, c'est d'engager quelqu'un, soit un facilitateur ou alors carrément un avocat, qui a ses contacts, lui, dans les administrations et qui va pouvoir faciliter les prises de rendez-vous. Les prises de rendez-vous et le processus. Oui. Là, maintenant, les prix pour un avocat ou un facilitateur varient entre 600 et 1000 $ pour un facilitateur et jusqu'à 3000 $ pour un avocat, dépendant des choix que vous voulez faire. Mais, comme je le dis bien, vous pouvez le faire par vous-même. Mais bonne chance, parce que ça peut prendre un temps de fou. Et n'oubliez pas que vous êtes tenu par votre visa touriste. Le visa touriste est de 90 jours. Vous pouvez, au bout des 90 jours, le renouveler une fois seulement, d'un autre 90 jours. Ça vous donne 180 jours. 180 jours, pas 6 mois. Encore une fois, être bien clair avec ça. 180 jours, ce n'est pas 6 mois. Donc ça vous donne 180 jours où vous pouvez entamer et finir le processus. Faites sûr que si vous le faites par vous-même, tout sera complété en déant ce temps-là. Parce qu'une fois passé 180 jours, vous êtes illégalement sur le territoire équatorien. Et là, c'est un autre problème. Ok, je crois qu'on a tout dit maintenant. Non. Tu as parlé des frais, la différence de frais entre les facilitateurs et les avocats. Oui, effectivement, il y a une différence dans les prix. Facilitateur charge, comme je l'ai dit, entre 600 et 800 $, mais c'est juste pour ses frais. Maintenant, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est administratif, transport, tout est en supplément. À l'opposé de ça, les frais pour les avocats sont un peu plus élevés, mais tout est compris. C'est-à-dire le prix des visas, le prix des cédulas, les prix de l'application de la cédula, tous les frais divers administratifs, c'est-à-dire les photocopies, les photos, les légalisations, les traductions, tout ça est compris. Même le transport est bien souvent compris, c'est-à-dire les chauffeurs de taxi, les chauffeurs engagés, c'est-à-dire les chauffeurs au service de l'avocat, qui vous amènent aux administrations différentes dans la ville ou en dehors de la ville, puisque bon, on a eu l'occasion d'aller plusieurs fois à Zogues, qui est à une trentaine de kilomètres de Cuenca, et tout ça est couvert dans les frais de l'avocat. Ouais. Tu nous as parlé maintenant aussi, pour tout ce qui se passe ici en Équateur, de légalisation et de traduction. Ça veut dire quoi, ça? Mais tous les documents que vous avez acquis dans votre pays d'origine, c'est-à-dire le casier judiciaire, les fingerprints, les empreintes digitales, les certificats de mariage, actes de naissance que vous avez fait authentifier, légaliser ou apostiller dans votre pays d'origine. Quand vous arrivez ici, vous devez les faire traduire. C'est pas fini la paperasse, au contraire. Il faudra les faire traduire et faire légaliser la traduction. C'est pour cela que parfois c'est bien mieux d'engager quelqu'un qui va s'occuper de tout ça.
Parce que bon, quand vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, c'est pas toujours évident de trouver les personnes adéquates pour faire ce genre de travail. Des traducteurs, il y en a à tous les coins de rue, je vais dire. Le problème, c'est qu'il en faut un qui soit agréé du gouvernement. Même chose pour un notaire ou un juge. Pour légaliser la traduction, il faut que ce soit un notaire ou un juge. Quand vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, c'est pas toujours évident de trouver une personne qui est capable de légaliser un document ici sur place. Donc l'idéal, c'est de trouver, comme je l'ai dit, un facilitateur ou un avocat. Une petite dernière remarque pour terminer cette vidéo à propos des authentifications. Yes, that's true. Authentication BC can authenticate your documents. The process is easy. Actually, you can get in touch with them in Victoria, and they're going to send you a list of all the notaries that are working for them. You choose the one closest to you in your region, and you go to see the notary, the public notary. He's going to notarize your document, and then you can send it to BC Authentication. From there, they're going to authenticate the document and send it back to you. Now, the big plus of using BC Authentication is that they are way faster than the feds. Actually, for the feds, it takes about 22 days to get the documents authenticated. As for BC, it takes between 5 and 10 days. So they're way faster. So, but it's up to you. And also, I don't know if they have the same service in other provinces. I'm talking about BC because we're from BC, but you're gonna have to get the information and see if they have if they offer the same kind of service in other provinces. Okay, I think that's it. We covered pretty much everything. Just keep in mind that the process we went through took place about 6 months ago. Now, here in Ecuador, everything changes all the time. So take it with a grain of salt. And yeah, if you have any question, just ask. Comment below, like and subscribe. Comme il vous l'a si bien dit, notre demande de visa s'est faite il y a un peu plus de 6 mois. Depuis, il y a eu des changements en octobre et en février. Donc, essayez de vous renseigner à ce niveau-là. Maintenant, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, on vous répondra, ou bien nous envoyer un email. N'oubliez pas de liker et de souscrire. Ciao, ciao!